Un nouveau jour, un nouveau numéro dans ce Club Plus. Bienvenue à vous, bienvenue en tout cas, comme on a l'habitude de le dire aux Zambiani, la valeur n'atteint point le nombre d'années. Vous savez très bien que nous sommes pendant la période électorale, mais nous parlons des candidats, nous parlons de projets, aussi la politique. Mais cette fois-ci, nous allons nous intéresser de l'économie, nous allons en parler. La thématique d'aujourd'hui, c'est les élections et l'économie. Nous allons essayer un peu de voir comment la RDC fera face à ce troisième choc électoral. Et pour en parler, nous recevons pour ce nouveau numéro M. Alain Malata. Il est chercheur en économie et c'est un spécialiste aussi en économie depuis très longtemps. Bienvenue à vous. Merci, M. Jonathan. Alors, M. Alain Malata, nous revenons avec vous pour parler de l'économie et des élections. Économie, pourquoi? Parce que depuis un temps, avec vous, nous parlons du président de la République. Nous ne serons pas trop dans la politique, mais nous allons vraiment nous focaliser sur l'économie, d'abord des élections et économie. Comment la RDC s'en sort? Où c'est que la RDC est en train de vivre? Quelle est la réalité actuelle avant de parler des élections et autres? Quelle est la réalité actuelle après le premier choc et le deuxième choc? La RDC connaît maintenant le troisième choc. Quelle est la réalité actuelle de notre économie? Merci, M. Jonathan, pour la question. La situation économique est encore assez instable, surtout sur le plan macroéconomique, avec la poussée de dépréciation que nous connaissons. Si vous surveillez, vous allez voir auprès des opérateurs ce qu'on appelle des changeurs manuels. Les taux de change a pratiquement déjà frôlé et même dépassé les 2700 francs congolais les dollars. Et donc, c'est qu'on craignait, et donc la reprise de cette poussée de dépréciation puisse maintenant se concrétiser. Et donc, nous voyons cela, et avec toutes les conséquences également sur le plan de l'inflation. Donc, si les taux de change continuent à se déprécier, donc il faut s'attendre avec la relation intime, étroite qui lie les taux de change au taux d'inflation en RDC. Nous sommes un pays développé. Il faut s'attendre déjà à une accélération également de l'inflation. À l'heure actuelle, l'inflation tourne tout autour de 23%. Et donc, 23%, c'est excessivement élevé par rapport à l'objectif fixé de 7% qui est reconnu pour les banques centrales au niveau africain par l'Association des banques centrales africaines comme un objectif intermédiaire à atteindre afin de favoriser les meilleures conditions de création d'une monnaie stable en Afrique. Et donc, pour cela, la monnaie doit être maintenue stable. Cela équivaut à dire qu'il faut que le taux d'inflation soit très bas, c'est-à-dire un taux d'inflation inférieur à 7%. Et donc, si nous sommes à 23%, donc c'est de la volatilité, c'est de l'incertitude, et donc c'est de l'imprévisibilité de l'environnement économique, ce qui détériore donc le climat des affaires. Donc voilà un peu, sur le plan des perspectives de croissance, la croissance économique se maintient encore à un niveau relativement élevé, donc 6%, 6 à 6,5%, c'est encore assez élevé. Donc nous pouvons dire que sur ce plan-là, l'activité économique évolue relativement bien, mais le problème, c'est les aspects structurels de l'économie, parce que jusque-là, nous continuons à compter sur le maintien des coûts des matières premières à un niveau élevé au niveau international. Or, au niveau international, l'environnement est tellement complexe et difficile avec tous les conflits qui apparaissent ici et là. Vous voyez en Ukraine, en Palestine, les tensions sécuritaires dans notre pays, les tensions également entre la Chine et les États-Unis. Il y a partout des velléités avec toute cette donne sécuritaire et géopolitique qui engendre une incertitude. Nous ne devons pas donner cher à notre croissance parce qu'il y a un choc négatif, c'est-à-dire une baisse, par exemple, brutale de la demande globale avec ces crises-là. Nous allons voir directement les effets dans notre pays en termes d'une baisse de la croissance. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très important qui devait nous attirer vers des politiques macroéconomiques et structurelles d'envergure pour essayer de déconnecter un peu notre économie de la volatilité du cycle des matières premières au niveau mondial. Donc voilà un peu globalement. Sur le plan des finances publiques, nous avons de nombreux problèmes sur le plan des finances publiques. Il y a beaucoup de faiblesses. En dépit des performances de croissance que nous avons, nous ne parvenons pas à mobiliser suffisamment, comme cela est exigé dans le monde et au niveau africain. En Europe, on mobilise 42% du PIB comme recette. En Afrique, l'Union africaine a déterminé un seuil minimal de 20% des recettes fiscales, donc comme pression fiscale.
Mais nous sommes encore à moins de 15% du PIB, donc les efforts sont faibles. Et puis en termes d'allocation budgétaire, donc de ces ressources, il y a des problèmes parce que vous avez entendu par-ci et par-là des arriérés, des accumulations des Exactement, arriérés, surtout différents ça, ouais. problèmes, même des fois des retards dans l'orientation du processus électoral. Ouais. Et donc, cela montre qu'il y a des faiblesses dans le domaine des finances. Alors, il y a des faiblesses dans le domaine des finances publiques. Qu'est-ce que aussi le retard de paiement de fonctionnaires de l'État et autres agents publics, et c'est dû aussi à cette faiblesse ou ce problème de ce troisième choc? Ce n'est pas lié d'abord directement au troisième choc. Parce que le problème d'arriérés de paiement, quand il y a une accumulation des arriérés de paiement des salaires, cela montre qu'il y a un défaut de planification. Okay. Les ressources sont là. Le gouvernement se targue de mobiliser beaucoup de ressources, mais pourquoi les gens ne sont pas payés? On devait se targuer plus de payer régulièrement les gens, parce que ça, c'est un phénomène qui est lié à la confiance. Il faut maintenir la confiance et la mobilisation des agents des services publics avec une rémunération régulière. La rémunération est déjà faible, si elle est encore payée avec des retards, et donc ça crée une démotivation. Nous voyons tout ce qui s'est passé au cours de ces 30 dernières années, avec une démobilisation des agents des services publics et liée notamment à la modicité des salaires et à des accumulations des arriérés. Donc on ne doit pas plus répéter cela. À un moment donné, les salaires ont commencé à être payés régulièrement. Donc c'était un acquis. Mais si nous rentrons encore, c'est vraiment... Il y a un grand retard. Il y a un grand retour en arrière. D'ailleurs, l'un des critères de la plupart des programmes que nous avons avec les fonds monétaires, c'est l'interdiction d'accumuler des arriérés des salaires des agents fonctionnaires de l'État. Et si nous ne parvenons pas à respecter ces critères-là, ça veut dire que nous avons manqué à quelque chose. Donc, c'est un retour en arrière qu'il faut corriger très rapidement en assurant la régularité. Il ne faut pas qu'il y ait des écarts, des retards dans le temps des règlements des salaires. Il faut impeccablement réaliser cela conformément au calendrier prescrit par les dispositifs légaux et réglementaires. Donc, alors, c'est un problème. Le deuxième problème, c'est donc l'aspect planification. Une bonne gestion de la trésorerie, il y a des outils de gestion de la trésorerie qui existent. Une bonne gestion de la trésorerie assure déjà notamment les règlements réguliers des salaires, c'est-à-dire bonne planification, bonne allocation des ressources qui permettra d'éviter qu'il y ait des contre-coups sur les règlements des salaires qui empêcheraient par exemple de satisfaire ces besoins. Donc c'est un problème de planification et de la gestion de la trésorerie. Ce n'est pas un problème de recettes, c'est un problème lié à une mauvaise planification. Donc c'est un problème lié à la mauvaise planification. Alors, M. Alain Malata, on va maintenant parler des élections et de l'économie. D'abord, avant de savoir comment la RDC fera face à ces troisième chocs, mais comment les élections dans un pays peuvent affecter notre économie? Les élections affectent l'économie de plusieurs manières. Peut-être que je pourrais en épingler deux principalement. Il y a d'abord l'aspect, comme nous sommes dans des pays développés, des pays vulnérables, d'ailleurs dans un indicateur qui est généralement utilisé dans les analyses géopolitiques, on considère la RDC comme un des États faillis, c'est-à-dire des États fragiles, des États vulnérables, où les capacités, par exemple, gouvernementales sont faibles, à tel point qu'il y a des groupes privés qui, des fois, s'hasardent à prendre des domaines, à confisquer des domaines qui relèvent de la compétence des gouvernements. Alors, dans des pays comme les nôtres, les élections affectent généralement le climat des affaires, dans un premier temps, c'est-à-dire les élections introduisent les économies dans des zones d'incertitude, qui font que les investisseurs ne savent pas exactement quelle est la trajectoire qui pourrait prendre l'économie dans l'avenir. Okay. Surtout, ce sont des périodes de tension. Dans la plupart des pays, remarquez ici en Afrique, partout où il y a eu des élections, même chez nous, dans nos élections passées, cette période électorale, il y avait généralement des tensions. Donc, il y a la période avant les élections, la période pendant les élections et la période qui vient juste après, quelques mois, les 3-4 premiers mois. Ce sont des périodes marquées par de nombreuses incertitudes quant à l'évolution politique du pays. On ne sait pas. Est-ce que les élections auront effectivement lieu? Nous sommes contents parce qu'il y a des responsables politiques qui affirment
qu'il que y les aura élections une élection. auront effectivement lieu. Ça, c'est une étape. Mais l'autre chose, c'est les interactions entre les acteurs politiques qui, généralement, des fois, débouchent sur des comportements ou soit des affrontements entre des groupes de gens. Et finalement, cela détériore le climat des affaires. Et donc, les investisseurs et les opérateurs économiques qui aiment un environnement calme, un environnement stable, un environnement serein, à ce moment-là, sont dans l'attentisme et essayent de voir quelle sera la situation à venir pour pouvoir se positionner. Et donc, cela va affecter l'investissement. On va assister, par exemple, à une baisse des entrées de capitaux dans les pays du capital étranger. La même chose pour les investisseurs intérieurs qui seront également dans l'attentisme pour éviter que s'il y a, par exemple, une entrée dans une zone de turbulence politique, que cela puisse avoir des effets négatifs, par exemple, sur la production, sur les activités des opérateurs économiques. Ça, c'est la dimension politique qui a des répercussions directement sur l'investissement, sur la production, et qui dit répercussions négatives, automatiquement doit également entrevoir des perspectives négatives sur l'emploi, parce que les investisseurs ne s'hasarderaient pas à embaucher plus de main-d'œuvre parce qu'ils ne savent pas exactement quelle serait la trajectoire future. L'autre aspect, c'est l'aspect de la gestion de la demande globale. Parce qu'en période électorale, et d'abord la période préélectorale, il y a des dépenses qui sont réalisées par l'État pour préparer de meilleures conditions pour les élections. Il y a des achats, il y a des acquisitions de ceci ou cela, des matériels. Financement aussi. Donc, ces financements augmentent la demande, donc la dépense globale de l'économie, et va faire pression sur l'offre existante. Nous avons dit qu'en période électorale, même la période électorale, il y a l'attentisme des investisseurs, ce qui va plomber un peu l'offre, un peu qui peut conduire à un ralentissement, par exemple, de la croissance. Donc, ce contre-coup de la croissance va faire en sorte que l'offre de biens et services ne puisse pas augmenter. Or, en cette période, il y a une expansion de la demande parce qu'il y a des achats, des acquisitions de matériel, des paiements de salaires, ainsi de suite, pour les agents commis aux élections, toutes sortes de dépenses. Il y a des dépenses sécuritaires pour assurer de meilleures conditions pour les élections. Tout ça va gonfler la demande, cela va faire pression à l'offre qui va finalement déboucher sur des tensions inflationnistes. Et donc, comme nous sommes déjà dans une sorte de périodes d'ébullition avec une inflation et une dépréciation, cela va accélérer ces processus et l'amplifier. Et donc, avec toutes les anticipations qui vont également jouer, quand les gens vont voir des poussées et des dépréciations, ils vont également entrer dans la danse et finalement, on va se retrouver avec une instabilité macroéconomique, l'inflation qui va augmenter et la dépréciation qui risque de s'accélérer. Et donc, ce que nous voyons avec la dépréciation des taux de change, pourrait s'amplifier si les mesures appropriées ne sont pas prises sur le plan monétaire, sur le plan également budgétaire, pour coordonner les actions et de la Banque centrale et du gouvernement dans le cadre de sa politique budgétaire, afin d'éviter qu'il y ait des contre-coups sur le plan de la demande qui alimenteraient les tensions qui existent déjà et qui perturbent l'économie. Et donc ça, ce sont les deux aspects qui montre l'importance d'analyser justement l'interaction entre les élections et l'évolution de l'économie, notamment sur les plans monétaires et sur les plans de la croissance économique. C'est d'ailleurs dans l'histoire ce qui a motivé les cycles électoraux qui ont motivé l'introduction de la notion de l'indépendance des banques centrales pour faire en sorte que la Banque centrale ait une marge de manœuvre sans influence pour conduire la politique monétaire et atteindre les objectifs d'inflation qui sont fixés par les autorités. Okay. Alors, comment maintenant, face à toute cette situation, comment la RDC, notre pays particulièrement, peut faire face à ces chocs électoraux? À l'heure actuelle, comme nous sommes déjà en plein choc électoral, ce qu'il faut, c'est de la prudence. La prudence. Okay. Il faut de la prudence sur le plan de la gestion de la dépense. Organiser ça de manière à éviter les comptes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire le gouvernement, donc à travers les ministères du budget et des finances, qui sont responsables de la politique budgétaire, doivent bien planifier la gestion de leur trésorerie et communiquer avec la Banque centrale en essayant de coordonner leurs actions. Si par exemple il y a des plans de dépenses qui sont alignés, des prévisions par exemple de dépenses en monnaie nationale ou en monnaie étrangère, il faut que les informations puissent être véhiculées et transmises à la Banque centrale en temps opportun
et même déjà anticipativement, pour que la Banque centrale puisse incorporer cela dans ce qu'on appelle les prévisions de la liquidité, dans les prévisions monétaires. Comme ça, la Banque centrale pourrait aligner des actions appropriées, notamment en termes d'intervention sur les marchés monétaires, avec soit ces instruments comme les taux directeurs, comme les interventions régulières faites avec les ventes des titres et des bons de la Banque centrale, ou également, en cas de besoin urgent, avec des interventions sur les marchés de change, donc avec la vente des devises, avec des montants qui peuvent permettre justement de ponctionner la liquidité et d'éviter les contre-coups sur les cadres macroéconomiques. Donc, il faut renforcer la coordination, la communication, et la collaboration interinstitutionnelle, principalement entre la Banque centrale et les ministères des Finances, et d'une manière globale avec l'ensemble des gouvernements et des partenaires, pour éviter à ce que les actions des uns ne puissent aller à la rencontre des objectifs poursuivis, notamment par la Banque centrale, sur le plan de la politique monétaire et de la politique de change. Alors, après ce choc électoral, comment la RDC peut se relever après ce troisième choc? Est-ce qu'il y a possibilité aussi que notre économie puisse être redressée ou ça sera un chaos? Si les conditions que vous avez, les propositions que vous avez faites ici n'ont pas été respectées, est-ce que nous allons vraiment vivre le chaos ou il y a moyen aussi que la RDC puisse se relever après ce choc électoral? Je ne pense pas que nous allons vivre les chaos. Le choc électoral, ça c'est un phénomène. C'est un phénomène qui est mondial, et donc partout. Il y a des contre-coups, mais c'est à distinguer du chaos. Et donc, cela peut être géré et je pense qu'à l'issue des élections, il y aura des programmes économiques qui seront présentés. Ces programmes contiendront un ensemble de réformes, des réformes dans tel ou tel domaine, notamment pour relancer l'économie. Bon, l'économie, la croissance est déjà assez forte, 6%, 7% de croissance, c'est déjà très élevé. Oui. Normalement, on devait avoir des grandes retombées dans les pays qui devaient amener à la transformation du pays. Donc, il faut un programme maintenant sur les longs termes. Parce que nous sommes focalisés depuis très longtemps sur les court termes et c'est comme ça que notre économie est moins résiliente et trop exposée. Et les actions qui sont menées depuis que nous sommes un État indépendant, ce sont des actions isolées, sans planification cohérente. Et nous devons avoir un grand plan de développement. Pourquoi ne pas s'inspirer des plans quinquennaux, des plans décennaux qui ont été mis par-ci par-là, notamment en Asie, dans des pays d'Asie extrême orientale, mettre en place des plans de développement sur plusieurs années qui pourront permettre de mobiliser des ressources dans tous les secteurs et accélérer le développement économique, l'intégration du marché national et également le développement des chaînes de valeur entre les entreprises. Et donc ça, il faut un plan de développement qui va miser sur les infrastructures, parce que jusque-là, on n'a pas encore un plan cohérent pour les infrastructures, depuis qu'on est indépendant. On a des petites actions isolées, mais on n'a pas un grand plan. On a préparé que le pays n'a pas suffisamment évolué. Exactement. C'est un vide infrastructurel. Des pays, les marchés intérieurs n'est pas connectés. Il y a différentes provinces qui commercent bien avec les pays étrangers, qui sont connectés avec les pays limitrophes. Par exemple, Kinshasa avec le Congo-Brazzaville, les Katanga avec la Zambie, les Bandundu avec l'Angola, l'ex-province orientale avec l'Ouganda, ainsi de suite. Mais les provinces ne font pas du commerce entre elles. Donc, cela pose un sérieux problème et cela résulte notamment d'une absence d'intégration du marché intérieur, d'une absence de connexion des activités économiques, des chaînes de valeur, qui font à ce que les ressources sont gaspillées et finalement la marche de l'économie vers le développement, le décollage et le développement est freiné et ralenti. Et à chaque choc, donc extérieur, nous avons une crise, soit des crises monétaires, soit des crises bancaires, soit des crises économiques qui surviennent parce que l'économie à l'intérieur n'a pas si développé avec une action coordonnée, une action visionnaire du gouvernement, n'a pas si développé une base solide à l'intérieur qui pourrait permettre d'atténuer les effets des chocs extérieurs. Pourquoi? Parce que suffisamment, à l'intérieur, il y a suffisamment déjà des relations, d'interconnexion qui peuvent permettre à ce que quand il y a des chocs extérieurs, que l'économie puisse être résiliente et pouvoir sortir rapidement de la zone de turbulence. C'est ce qui se passe à l'heure actuelle en Chine. La Chine est tellement développée, et même quand il y a une crise mondiale, vous voyez par exemple la crise de 2008,
La Chine n'était pas, la Chine, l'Inde n'était pas trop affectée parce qu'à l'intérieur, il y avait des chaînes de valeur, il y avait une intégration du marché intérieur, ce qui a fait que même la Chine, à ce moment-là, pendant la crise financière de 2008, ait joué le rôle d'amortisseur de la crise mondiale, la Chine et l'Inde et d'autres pays asiatiques. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait cet effort-là de développer une base intérieure suffisamment intégrée, suffisamment interconnectée, qui permet à ce que les activités économiques à l'intérieur, les acteurs économiques puissent échanger déjà à l'intérieur et ne pas nécessairement dépendre de l'extérieur. Alors, en parlant de ça, M. Alain Malata, est-ce possible, puisqu'il y a déjà plusieurs candidats, qui certains estiment que la RDC, on peut avoir un budget de 300 milliards, parce que le souci est que la RDC, la population congolaise se retrouve, même que notre économie aussi, vive aussi comme la Chine. Est-ce possible d'avoir un budget de 300 milliards dans notre pays? Il faut peut-être relativiser le montant. Quand vous parlez de budget de 300 milliards, il faut toujours faire attention à ce qui est dit à la fin. On dit 300 milliards sur 5 ans ou sur 10 ans. Oui, exactement. Et donc, vous devez ramener ça à un horizon annuel pour avoir les montants annuels. C'est par exemple, nous avons un PIB qui tourne tout autour de 65 à 70 milliards. Si on doit mobiliser, par exemple, 20% du budget, si on a par exemple 70 milliards de PIB, 20% du budget nous donnerait à peu près 14 milliards. À peu près 14 milliards. Selon les normes de l'Union africaine, nous devons atteindre un minimum, très rapidement, ça c'est depuis longtemps d'ailleurs, un minimum de 20% du budget, un minimum. Dans l'Union européenne, quand vous analysez la situation budgétaire de la plupart des membres, vous allez trouver que les recettes représentent environ 40%, entre 35 à 42% du PIB. Donc, ce qui est énorme. Supposons que nous parvenons, avec des réformes fiscales, des réformes économiques, à atteindre, par exemple, 25% du PIB ou 30% du PIB en termes de recettes, donc de pression fiscale. Donc, ce qui nous donnerait, avec un PIB 70 milliards, avec 30% du PIB, s'il y a des réformes, nous atteindrons un budget de 21 milliards par an. Et 21 milliards, environ 21 milliards sur 5 ans, ça dépasse déjà 100 milliards. Et sur 10 ans, on serait déjà largement au-delà. Et si nous également engageons des réformes supplémentaires pour mobiliser des ressources extérieures, par exemple, avec des partenaires publics et privés, des bailleurs de fonds, l'emprunt et tout ça, on peut mobiliser 100 milliards et on atteindrait donc 300 milliards sur les 10 ans sans problème. Sans problème. Tout est question d'organisation, de gouvernance, de sérieux et de crédibilité. Donc, quand vous êtes sérieux, l'argent, il y en a partout dans le monde. Si vous faites des estimations, vous prenez par exemple l'écart entre l'épargne et l'investissement dans le monde en pourcentage du PIB, vous allez voir qu'il y a un surplus qui reste là flottant de plus de 15 000 milliards, près de 15 000 à 20 000 milliards de dollars qui circulent dans le monde à la recherche des opportunités d'utilisation. Et donc, si on met en place des mécanismes pour pouvoir attirer, mobiliser ces ressources, il y a des pays qui le font déjà, notamment les pays émergents qui ont su mettre en place des cadres institutionnels et opérationnels crédibles. Ils attirent ces ressources et les utilisent pour leur développement économique. Pourquoi pas la RDC? Il faut construire une économie de la confiance. Une économie de la confiance avec des réformes appropriées, des réformes ciblées. Et ces réformes-là doivent faire l'objet d'un grand plan de réformes qui permettrait à tout le monde, à l'intérieur et à l'extérieur, d'avoir confiance en nous et de pouvoir mettre son argent dans l'économie congolaise. Donc, on peut mobiliser ces ressources, c'est possible. D'ailleurs, il y a beaucoup ce qu'on appelle le coulage des recettes. Il y a beaucoup de fuites fiscales à travers différents types de problèmes que nous avons et tout ça. On ne mobilise pas suffisamment parce qu'il y a beaucoup d'évasion fiscale, il y a de la fraude fiscale, il y a tout ce qu'on appelle les flux financiers illicites. Si on met en place, par exemple, un cadre approprié de lutte contre les flux financiers illicites, on pourrait mobiliser suffisamment des ressources pour financer des grands programmes d'infrastructure. Là aussi, dans l'allocation des ressources, il faut être sérieux. Il faut un plan crédible, un plan connu qui a fait l'objet de débats et qui est piloté, conçu, piloté par
des personnes compétentes. Il ne faut pas faire du méli-mélo dans le choix des personnes. Vous voulez aller loin, il faut toujours faire très attention à la qualité des personnes que vous choisissez pour piloter. Certains qui ne maîtrisent même pas le domaine, ne maîtrisent même pas le ça, c'est un double critère sur lequel il faudrait veiller, parce que c'est ça, c'est ce que les pays que nous appelons émergents aujourd'hui ont fait, c'est de faire très attention à la sélection, au choix des personnes qui sont appelées à piloter des projets de réforme, à piloter des projets de développement, des projets d'infrastructure. Il faut qu'on ait les hommes qu'il faut à la place qu'il faut. C'est ça qu'on insiste toujours. Voilà. Ouais. Alors, nous arrivons déjà à la fin. Alors, en parlant du FMI et la Banque mondiale, puisqu'on ne peut pas terminer sans parler de ça. Récemment, il y a eu l'assemblée annuelle du FMI et la Banque mondiale. La RDC doit toujours rester dans la Banque mondiale et le FMI. Certains estiment que la RDC doit sortir parce que, selon certaines personnes, le FMI et la Banque mondiale n'apportent presque rien à notre population. Merci, M. Jonathan, pour cette question. Je crois qu'il faut considérer différentes dimensions de la question. La RDC ne devrait pas d'abord se retirer du FMI, parce que le FMI, c'est un cadre de coopération. C'est un cadre de coopération comme l'ONU, comme l'OMC, qui favorise le multilatéralisme. Ça veut dire la concertation pour les questions qui concernent la gouvernance mondiale. Et pour le FMI et la Banque mondiale, c'est sur les questions monétaires et financières. C'est-à-dire sur la gestion des questions monétaires mondiales, des taux de change, ainsi de suite, la stabilité financière et monétaire dans le monde. Là, vous avez le FMI et la Banque mondiale. Pourquoi ce cadre a été créé? C'était à cause des problèmes qu'il y a eu vers les années 30-40, quand il y a eu la grande crise et la Deuxième Guerre mondiale. On a vu que c'est faire la guerre apporte, comme on le voit aujourd'hui, avec la guerre russo-ukrainienne, avec la guerre israélo-palestinienne. On voit que la guerre a plus de conséquences mauvaises que la coopération et la paix. Donc la coopération favorise la paix et la guerre va détruire l'environnement, de l'investissement et n'encouragera pas les affaires. Et donc cela aura des répercussions sur l'emploi et sur la qualité de la vie. Et donc c'est dans ce cadre-là que sur le plan historique, ces institutions-là ont été mises en place. Et le FMI et la Banque mondiale, c'est nous qui devons développer notre pays en mettant en place des politiques, des plans de développement qui donnent une idée sur la marche que pendant notre économie sur 5, 10, 30, 40, 50 ans, même 60 ans. Donc, si vous voyez les publications, par exemple, des Américains, vous allez voir le monde en 2035, le monde en 2040, le monde dans 100 ans. Donc, ils sont dans la prospective et ils organisent leur développement sur la longue période. Maintenant, par rapport à cette préoccupation, nous avons des relations de coopération depuis 1963 avec le FMI et depuis plusieurs années, le FMI nous apporte son aide, notamment dans la stabilisation macroéconomique, parce que nous sommes un pays fragile, comme je l'avais dit au début. Nous n'avons pas encore réussi à mettre en place un cadre approprié, un cadre institutionnel et de gouvernance aussi solide. Alors nous avons des problèmes fréquents qui reviennent. Alors le FMI vient, nous recourons des fois au FMI pour pouvoir nous aider à stabiliser les cadres macroéconomiques. Mais j'estime que ça sont des activités que nous-mêmes nous pouvons également mener sans l'aide du FMI. Nous n'avons pas besoin pour stabiliser les taux d'inflation et les taux de change, avoir besoin du FMI et de la Banque mondiale dans nos murs. D'ailleurs, quand vous voyez les FMI et la Banque mondiale dans nos murs, ça veut dire que le pays a des sérieux problèmes, le pays a des problèmes de gouvernance. Ce n'est pas un pays sérieux dans ce pays. Les pays sérieux, les États-Unis, le Japon ne recourent pas au fonds monétaire. Donc les pays sérieux recourent au marché quand ils ont des petits problèmes de financement et ils recourent au marché. En termes de cadre de coopération, nous ne devons pas quitter le FMI. En termes de politique d'intervention du FMI pour notre pays, bon, c'est un droit. C'est un droit, les pays doivent en bénéficier parce que nous sommes contributeurs au FMI. Nous avons une quote-part au FMI d'environ 1,5 milliard de dollars de parts de capital. Donc, en termes de DTS, la monnaie du FMI, c'est environ 1,66 milliard de DTS. Tous les pays membres du FMI ont le droit de profiter des ressources du FMI quand ils ont des problèmes. Et dans la RDC... Les DTS, on doit rappeler que c'est la monnaie de la banque du FMI. La monnaie du FMI, la monnaie de compte du FMI.
Mais nous ne devons pas nous arrêter là, parce que le FMI intervient, et que nous devons nous arrêter là. Nous devons plutôt développer des stratégies pour que cet appui puisse, à un moment donné, puisse être remplacé par des ressources mobilisées par nos propres réformes, les réformes gouvernementales. Parce que chaque fois que le FMI est là, les investisseurs, ils ont la sonnette d'alarme. Ça, c'est un pays qui n'est pas sérieux. Donc, le FMI vient pour nous faire bénéficier des sciences CDS. En d'autres termes, nous-mêmes, nous n'avons pas suffisamment de crédibilité. Alors, une institution comme le FMI vient, et la Banque mondiale, pour nous aider et nous faire bénéficier de leur crédibilité. Quand les investisseurs verront que le FMI est là, alors ils peuvent. Nous devons faire en sorte que, même sans les FMI, que les investisseurs puissent venir à travers des cadres d'action solides et dépasser ces peu de ressources, contraignantes d'ailleurs, que les FMI nous apportent. Parce que ce sont des petits montants. Vous contribuez peu au FMI et à la Banque mondiale. Vous avez également des droits d'accès très limités aux ressources du FMI et à la Banque mondiale. Ceux qui contribuent les plus ont également des droits d'accès beaucoup plus élevés. C'est comme quand il y a eu des allocations de DTS en 2021, août 2021, quand le FMI a distribué de l'argent à tous les pays membres. C'est après la maladie. Dans le cadre de la lutte contre la pandémie de Covid-19. Mais les grands pays comme la Chine qui ont à peu près 40 milliards de contributions FMI, 31 milliards, ce qui fait en dollars à peu près 38 à 40 milliards. Les États-Unis qui ont à peu près 82 milliards de parts de capital, ce qui est des DTS qui équivaut à pratiquement 90 milliards de dollars. Ils ont reçu aussi autant par rapport à leur part de capital. L'Afrique qui ne représente 30 milliards de parts de capital. L'Afrique seulement 30 milliards. 30 milliards. La RDC qui est 6e en Afrique, avec 1 milliard 66 millions de DTS, ce qui équivaut à peu près 1 milliard 450 à 1 milliard 500 millions de dollars. Également reçu presque un montant équivalent à sa part de capital au FMI. Donc, vous contribuez plus, vous avez également plus. Mais seulement que ces contributions ont une autre dimension, ça veut dire c'est le message que l'on donne aux investisseurs. Quand les FMI vous apportent l'argent, les investisseurs se disent que le pays-là n'est pas assez crédible. Si le pays était crédible, le pays s'adresserait au marché et notamment en mettant en place, par exemple, des instruments comme des obligations, du trésor, des bons du trésor, des marchés de titres qui sont assez profonds, qui permettent de mobiliser l'épargne intérieure et l'épargne extérieure. Donc, nous ne devons pas toujours, à tout moment, être là alimentés par des ressources du Fonds monétaire. Nous devons nous-mêmes construire un cadre solide qui fera en sorte que les marchés financiers puissent avoir confiance en nous et que nous puissions mobiliser des ressources pour les développer. Et ça, nous sommes capables de le faire. Nous sommes capables. Nous sommes capables de le faire. Il y a des ressources, mais il faut identifier ces ressources humaines qui sont capables de piloter ces réformes. Parce qu'on ne peut pas comprendre, au XXIe siècle, dans un pays, qu'il n'y ait pas de marché financier structuré. On ne peut pas comprendre, ce n'est pas normal. Ça veut dire qu'il y a des sérieux problèmes de gouvernance qui font en sorte que certaines réformes majeures ne puissent pas être menées et donc les pays puissent également manquer des occasions de mobiliser les ressources et les autres pays qui s'en servent, qui financent leur développement. Donc il est temps que nous puissions nous réveiller pour que nous puissions commencer à faire le travail selon de meilleurs standards en identifiant les personnes compétentes et puis les réformes, les plans cohérents, les plans crédibles qui nous permettraient rapidement d'accélérer notre pays. Maintenant, on n'a plus à s'inquiéter comment on fait le développement. Il y a déjà suffisamment d'expérience, nous sommes suffisamment enseignés pour pouvoir savoir ce qu'il ne faut pas faire et ce qu'il faut faire. Exactement. Merci, monsieur. Alors, nous sommes arrivés à la fin. Merci en tout cas, un plaisir de vous recevoir. J'aime parler d'économie avec vous parce qu'on apprend beaucoup. Alors, monsieur Alain Malata, que peut-on retenir dans le choc électoral? Et ce sera aussi votre dernier mot avant de se séparer. Merci, monsieur Jonathan. Par rapport au choc électoral, compte tenu également du contexte et donc des développements récents de l'économie, notamment des turbulences qui se manifestent déjà sur les marchés d'échange avec l'air corollaire au niveau des marchés des biens et des services en termes de poussées inflationnistes. Il est important qu'on puisse renforcer les cadres de gestion des politiques monétaires et budgétaires. Exactement. En coordonnant les politiques monétaires et budgétaires par une collaboration étroite entre le gouvernement et la Banque centrale, et le gouvernement à travers le ministère des Finances et du Budget et la Banque centrale, que les gens puissent s'entendre, les responsables de ces politiques puissent travailler ensemble de manière collaborative pour
s'échanger des informations et analyser ensemble les actions à mener de manière à éviter, en vue d'éviter des contre-coups sur les cadres macroéconomiques. L'autre chose, c'est que le choc électoral étant une évidence, on ne peut pas s'empêcher de voir des conséquences. Les politiques coordonnées permettront d'atténuer les conséquences négatives sur les cadres macroéconomiques. Et le dernier élément que je voudrais également souligner, c'est l'espoir. Nous ne devons jamais perdre l'espoir. Parce que nous avons un grand potentiel. Exactement. Et avec la volonté, la détermination, nous pouvons aller loin. Alors, les élections doivent être pour nous une opportunité. Nous devons tous considérer ça comme une opportunité. Non pas pour se battre inutilement, pour s'insulter, pour faire n'importe quoi, mais ça doit être une opportunité pour renforcer la crédibilité du pays et donner de l'espoir pour que dans les prochains mois, nous puissions voir émerger un programme de gouvernement qui sera solidement conçu, bien articulé et qui nous permettra de rattraper notre retard. On a un grand retard, il est temps de rattraper ce retard. Merci. Alors, il est temps de rattraper ce retard, ce sont les derniers mots de M. Alain Malata. Merci en tout cas. Merci. Vous avez encore souligné qu'on doit espérer, le peuple congolais. On doit toujours espérer, nous pensons que c'est mieux de mettre la personne qu'il faut à la place qu'il faut, tel que nous avons souligné. Merci beaucoup, M. Malata. Nous avons beaucoup appris en ce qui concerne les élections et l'économie de notre pays. Nous allons revenir encore au mois de décembre très prochainement pour parler encore de l'économie, suite à l'évolution aussi qui sera observée dans l'inflation. En tout cas, paix et bonheur chez vous à la maison. Merci à l'équipe technique qui m'a accompagné. Retrouvez-nous prochainement avec le même plaisir. Bye.